Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. J'espère que beaucoup d'entre vous ont déjà vu peut-être Play et ont déjà eu l'occasion de jouer au bal avec les danseurs de l'opéra depuis la fosse d'orchestre. C'est le cadeau qu'Alexander Ekman a fait à la compagnie en ce mois de décembre. Du coup, étant donné que c'est sa première visite au Ballet de l'Opéra de Paris, je vais essayer de revenir un petit peu sur sa carrière aussi avant de parler en détail de la manière dont s'est déroulée cette création et de tout ce que vous avez vu sur scène ou que vous allez voir sur scène si vous y allez un petit peu plus tard dans la série. On peut peut-être commencer en Suède, tout simplement, le pays d'origine d'Alexander. Je voulais lui demander, puisqu'il a grandi, il a appris la danse là-bas, à l'école du Ballet Royal de Suède, et je voulais donc lui demander si la danse était déjà un jeu pour lui à l'époque. Alexander, I was going to ask, you grew up in Sweden, you trained with the Royal Swedish Ballet School. Was dance all play from the beginning for you, or? Yes, Yes? I think so, yeah. I think when I was... my mother didn't have much of a choice, I think. I was lucky to have supportive parents, and when I was young, they saw me dancing all the time, like a kid, you know. So yeah, I love to dance, and they just let me do that. So. How were your years of training? Oh, sorry. Sorry, Alors, oui, je pense qu'effectivement c'était un jeu d'une certaine manière. Ma mère n'avait pas le choix. J'ai été vraiment soutenue par mes parents parce qu'ils me voyaient danser tout le temps et du coup ils m'ont laissé faire. Du coup, comment se sont passées vos années d'apprentissage classique à l'école du Ballet Royal de Suède? How did your years training in ballet at the Royal Swedish Ballet School go? How was it hard? Yeah, it's a long time ago now, but I mean, at that time you're so young, you know. I think I was just going to school and learning ballet, you know. It was like totally normal, even though now I think about it, it's to be a child and so to be so focused so early is kind of special, actually. But I think with ballet, once you start to feel when you get better at ballet, it's actually a joy, you know. It can be very difficult with ballet, and I think that's why I left it also. I was never really a great ballet dancer, you know. I'm much more of a mover myself. Yeah, but I left school early, actually, and I went to the Royal Swedish Ballet and joined the company there. Yeah. Okay. Oui, alors je crois que c'est il y a vraiment longtemps, et j'étais tellement jeune à l'époque. D'une certaine manière, aller à l'école de danse, c'est comme aller à l'école, c'est quelque chose d'assez ordinaire. On est enfant avant tout. En même temps, être à un si jeune âge concentré sur quelque chose, c'est quelque chose de très très particulier. Et je crois que lorsque on devient meilleur, du coup, on prend plus de plaisir, mais en même temps, je pense que j'ai jamais été vraiment un grand danseur classique. J'étais plutôt quelqu'un qui bougeait, qui aimait ça. C'est pour ça, sans doute, que j'ai quitté l'école du ballet si jeune, et ensuite je suis allée au Ballet Royal de Suède, où je me suis vraiment épanouie. Est-ce que du coup la chorégraphie, l'invention du mouvement faisait partie de votre formation à l'époque? The actual making of movements, did choreography, was it ever taught at the Royal Swedish Ballet School? Was that something that you were allowed to do as a child? No, it was not until I joined Netherlands Dance Theatre. And then they had these sort of choreographic workshops where we could try, you know. And then I just tried once, and just for fun kind of thing, and I made a piece, and when I felt that joy of like the audience responding to the ideas and just this energy that you can create in a theater, you know, then I was kind of hooked immediately. Yeah. Alors non, c'est vrai que ça ne faisait pas du tout partie de la formation, la chorégraphie, et je n'y ai tâté que lorsque je suis allée au Netherlands Dance Theatre. Il y avait des ateliers en fait de chorégraphie où on pouvait s'essayer, donc j'ai fait une pièce chorégraphique, et
Vraiment, au moment où j'ai senti la joie que j'avais à faire ça, la réponse du public, ça a vraiment été le début, hein, et je suis devenue accro tout de suite. Et je pense que je crois que vous avez passé une seule année au Ballet Royal de Suède avant de rejoindre le NDT, justement. Quelles étaient vos inspirations à l'époque? Qui étaient vos maîtres sur le plan chorégraphique? I think you spent only 1 year with the Royal Swedish Ballet before moving on to NDT. Who inspired you at the time? Did you leave in search of choreographers, or what was the goal? Actually, when I was dancing in the Royal Swedish, I had 2 friends who just said like, "Oh, we're going down to do audition to NDT," and I had never heard of it actually. Really? Yeah, and then I just decided to join. So I went with them, and I think there was like 400 dancers there looking for 3 places, you know. And I just had so much fun that I didn't expect anything from it, but I was just playing around and, you know, dancing. And then I got the job, and I remember calling my father like, "I'm moving to Holland." I was 17, so he, yeah. Young. Yeah, I was quite young. Oui, j'étais danseur donc au Royal Swedish Ballet, et puis j'avais 2 amis en fait qui m'ont dit "Ah, mais on va auditionner pour le NDT." Hein. J'ignorais totalement ce que c'était, et je suis allée avec eux tout simplement. Hein. Je crois qu'il y avait 400 danseurs pour l'audition pour 3 places. J'attendais rien de particulier, j'ai juste dansé, c'était quelque chose de très très agréable, et puis j'ai été choisie. Voilà. Et je me souviens encore d'avoir appelé mon père, hein, j'avais 17 ans, en lui disant voilà, je m'installe en Hollande. C'est un type de compagnie très différent, le NDT, de ce qu'est une compagnie royale, une compagnie comme le Ballet Royal de Suède ou une compagnie comme l'Opéra de Paris. Qu'est-ce que du coup vous avez appris dans ce contexte qui était plus tourné vers la chorégraphie? It's a very different company setting than the Royal Swedish Ballet or the Paris Opera would be to be in NDT. What did you learn there? Well, I was introduced to Jiri Killian's work, Ohadna Harin's work, and Mats Ek also that they're doing there. So then I just got to see so many great dance pieces on stage, you know. And then I realized that modern dance or contemporary dance can really be anything, you know. Mm-hmm. So it was huge for me to come there, and also to see the level of the dancers and the artistic quality. Really, it was really an eye opener, and I felt at home more, you know. Mm-hmm. Oui, je crois qu'en fait, hein, j'ai été introduit, j'ai découvert plein de gens extrêmement intéressants comme Jiri Killian, Matex et le troisième, Ohadna. Voilà, merci. Et du coup, je me suis aperçue, hein, il y avait une qualité de danse incroyable, une qualité artistique générale incroyable, et du coup, ça a vraiment été un endroit où j'ai ouvert les yeux, ça m'a ouvert les yeux. Vous avez aussi rejoint ensuite le Kullberg Ballet, peu de temps après, en tant que danseur, une compagnie peut-être similaire dans son format. Est-ce que ce sont aussi ces lieux-là qui vous ont appris à devenir chorégraphe en termes de processus? You also joined the Kullberg Ballet afterwards for a short while. I suppose it's a similar type of company setting with creation as the main goal. Did it teach you about the creation process itself, about being creative in the studio? Ooh, I don't know if you can learn about the creation process. I think every creation process is new in a way, you know. I mean, for sure, I have a lot more experience now, and I kind of know how to reach out to the dancers, and you know. But Kullberg, I went back to Kullberg just also because I was missing home, Stockholm, you know, and it's based in Stockholm, so that was why. Oui, je ne crois pas en fait qu'on puisse vraiment apprendre le processus créatif. Je crois qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle pièce, c'est un nouveau processus créatif. En même temps, aujourd'hui, avec une expérience plus grande, je crois que j'arrive mieux à rentrer en contact et à communiquer avec les danseurs. Je crois que ce qui m'a fait aller au Ballet Kullberg, hein, c'était une envie de revenir à Stockholm, puisque le ballet est installé à Stockholm. And I suppose you were making work all along while you were with both companies. You started making work as a choreographer. Were you encouraged very early on by the companies, by other commissions to keep working in that direction?
Sorry, I didn't translate that in French. Donc vous avez commencé à travailler comme chorégraphe très, très tôt aussi, pendant ces périodes-là, au moment où vous dansiez encore. Est-ce que les compagnies vous ont encouragé dans cette direction, ou vous ont peut-être indiqué que vous aviez un don dans ce domaine? Yeah, wait, so the question... That you had sorry, I'll go back and translate it back in English. No, I meant, did the companies sort of push you as a choreographer? Did they encourage you to keep working in that direction? Not really. It's still a bit of a mystery to me how this happened. No, but I just kept doing it because I thought it was so much fun, you know. I really... it was never like a decision, like now I'm going to be a choreographer for the rest of my life, you know. I miss dancing sometimes, and I really miss like just being like Alex, the stupid dancer who just has fun, you know. Because there's a lot of responsibility, you know, especially when you get to this place and you know, these big theaters like this, and it changes, and you have to be aware of what's going on, you know. Yeah, but I think I just love it so much, you know. Like from yeah, I have no other answer to that. And then I just kept going with it, you know. I just kept getting these ideas, and I thought, oh, let's do this. This is great, and you know, and yeah. Oui. J'avoue que je ne sais pas vraiment comment tout ça s'est passé. Je crois que voilà, j'ai continué à faire des chorégraphies parce que c'est quelque chose qui m'amusait vraiment. Et c'est vrai que je ne me suis jamais dit vraiment je vais être chorégraphe à partir de maintenant pour le reste de ma vie. Je crois que quelquefois la danse me manque, ça me manque d'être juste Alex, le danseur qui s'éclate en bougeant. Un peu bête par ailleurs et parce qu'en même temps c'est vrai que quand on est chorégraphe on a une grande responsabilité, particulièrement quand on fait des chorégraphies dans un endroit comme l'Opéra de Paris. Ces grands théâtres sont pas forcément faciles, il faut comprendre ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Mais en même temps, j'aime tellement faire de la chorégraphie. Voilà, je crois qu'après, je fais les choses et puis des idées arrivent. Et voilà, mais ça continue et ça fonctionne comme ça. Vous avez quand même décidé de mettre un point d'arrêt à votre carrière de danseur en 2006, donc finalement relativement rapidement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a mené à cette décision? You did decide to stop dancing in 2006. Was there something that prompted that decision at the time? That I wanted to give all my time to choreography. Mm-hmm. Yeah, I did feel like it was. I checked around a bit if I was gonna be able to get some work my first year as a freelancer, and then I had 2 projects, and I thought, okay, I will try for 1 year and see what happens, and then 12 years later, this happened. So, yeah. Oui, non, je crois que j'ai décidé de consacrer tout mon temps à la chorégraphie. J'ai un peu regardé voilà, comment les choses pouvaient se passer. J'ai eu 2 projets la première année, et puis voilà, 12 ans après, je suis là, à l'opéra. C'est un mode de vie assez différent quand on est habitué à être danseur dans une compagnie. Ça implique de bouger sans arrêt. Vous avez travaillé ces 10 dernières années avec plus de 40 compagnies au niveau mondial, ce qui est énorme. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à ce mode de vie de chorégraphe itinérant? So it's a different lifestyle to be a freelance choreographer compared with being a company dancer. You worked with so many companies. How did you adjust to that lifestyle? It was hard. Like the first 5 years when I was still kind of starting, it was you know, I was jumping around, really creating a new piece every 3rd month, like that. And in the beginning. In the beginning, it was really exciting, and then when I came to every company, I became really close friends with all the dancers, and you know, it was great. But every time I would leave, it would be so painful, you know, because I would it was these constant ends all the time, you know. So I just ended up being really sad all the time. So then I thought, okay, if I'm gonna do this, I have to do it in a different way. I have to create a team around me, which comes with me, and you know, because it's kind of a, you know, to be the boss like that, it can be quite lonely, you know, if you don't have your team like that, you know.
So then I kind of found a solution for that. So then I kept going with it. Yeah. Oui, c'est vrai que ça a été difficile, hein, particulièrement les 5 premières années. Au début, c'est vrai que j'arrêtais pas de bouger. En fait, je faisais une nouvelle chorégraphie tous les 3 mois. C'était quelque chose de très très exaltant, puisque quand je commençais à travailler avec une compagnie, avec des danseurs, très rapidement, on devenait amis, il se passait des choses, c'était bien. Et puis, il fallait partir, en fait. Hein. Évidemment, c'était une incommensurable tristesse. Donc, du coup, je me suis dit, parce que j'arrêtais pas, en fait, je quittais les gens constamment, et je me suis dit je vais pas pouvoir continuer comme ça, il faut que je trouve un moyen d'être un chorégraphe indépendant différemment, et c'est là que je me suis entourée d'une équipe en fait, hein. Et c'est vrai que c'est très difficile en fait d'être le patron si on n'est pas avec une équipe, et j'ai trouvé cette solution là, et ma foi elle perdure. But it's not that it's. I mean, it was a dream also to have so many opportunities to create. It's not only that it was really difficult, and I wouldn't change a thing if I would look back. I learned so much, So it's not. It was every piece that I've done, I've learned something new in a way, Even though every piece is new, also, Oui, c'est vrai en même temps qu'il faut bien dire hein, que cette période, c'était un peu un rêve, parce que j'avais un nombre incroyable d'opportunités, et si c'était à refaire, je ne changerais rien, bien sûr, hein, parce que je dirais que toutes les pièces que j'ai chorégraphiées sur toute cette période-là, j'ai appris quelque chose de nouveau à chaque fois, et c'était absolument extraordinaire. Alors, si j'ai bien lu le programme de Play, je crois que la première fois que l'Opéra de Paris vous a invité, en 2015, à venir créer, vous avez refusé, parce qu'on vous a proposé de créer un Casse-Noisette. Et il n'y avait pas la possibilité de changer la musique, donc... So the first time the Paris Opera actually called you, in 2015, you actually declined. Yeah. How did that happen? It was well, it's just Nutcracker. Like I have this thing with Nutcracker. I've done it so much, and when I was in the Royal Swedish, we did it so much, and it's just that music. I don't like. It's beautiful music, but when you hear it over and over and over, you kind of you have these references to it, so it's very hard to create totally new things to it. So I think that was the reason why I didn't really want to. I didn't want to put myself in a situation where I was scared to maybe not being able to do new things, So that's why I said no. But it was hard. I mean, I was like, shit, am I burning my bridges now, but yeah. Alors c'est vrai que voilà, c'est aussi Casse-Noisette. Hein. Casse-Noisette, je l'avais tellement fait, on le dansait très très souvent au Ballet Royal de Suède. Il y a cette musique qui est bien sûr très 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 belle, hein, mais en même temps, à force de l'entendre encore et encore, on a des références qui y sont attachées. Donc du coup, et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai refusé la proposition de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va peut-être pas arriver à créer quelque chose qui est vraiment neuf. Donc du coup, j'ai dit non, parce que j'avais pas envie de me mettre dans une situation où j'avais peur de ne pas pouvoir créer quelque chose de neuf. Et en même temps, c'est vrai que je me suis dit, en refusant, que je m'étais peut-être coupée pour toujours d'une opportunité. Alors, l'opéra vous a rappelé. J'imagine que les discussions autour du Casse-Noisette avaient eu lieu avec Benjamin Millepied à l'époque. Est-ce que la discussion autour de Play a continué avec lui, ou est-ce que c'est arrivé un petit peu plus tard? I suppose that when Nutcracker happened, that was the discussion happened with Benjamin Millepied at the time. Did Play happen as a result of further conversations with him at first, or how did it work out? No, I think Aurélie was very interested in my work, so she came to see 3 pieces of my 3 full evenings before she invited me here. So she showed really great interest in my work, and we spoke a lot. And I think it was very nice that she came and really showed her interest. But so it was through Aurélie. Yeah. Oui, non, en fait, les choses se sont faites avec Aurélie Dupont, qui était très, très intéressée par mon travail. Elle est venue voir 3 de mes chorégraphies. Et du coup, on a beaucoup parlé. J'étais très touchée qu'elle s'intéresse à ce point à mon travail. Et voilà. Et après, elle m'a invitée.
Vous avez fait un certain nombre de grandes pièces narratives qui étaient des réinventions de pièces comme Le Lac des Cygnes, comme Le Songe d'une nuit d'été, pour d'autres compagnies. Ici, finalement, vous êtes parti sur un concept complètement différent, complètement nouveau, abstrait. Comment est-ce que ce concept est arrivé dans la conversation avec Aurélie Dupont? You've also done a number of ballets that were narrative works, that sort of reworked Swan Lake or Midsummer Night's Dream. How did the concept for this evening-length production arise? Was it through discussions with Aurélie? Did you come with the concepts? Yeah, I mean, I always like when I meet with an artistic director to actually have the idea together, and it happened a couple of times, and it's very special, you know, when you have that moment together. And we were sitting in a restaurant over there and talking, and then, you know, we were, yeah, I don't know how it came up, but we both said, oh, we love to play, both of us love to play, let's make play. It kind of happened, and so it started like that, and then I thought also that play is it's a very interesting thing. Play, you know, what is play? When do we play? How do we play? What is it to play as adults? You know, and I felt like there was a subject there which can be a piece. You know, there's many depths in it, and I always also try to find subjects which we can all relate to, you know, human sort of problems or things that we can all feel, you know, which we can connect through in the theater together. So then that's how play came about. And, yeah. Oui, c'est vrai que j'aime particulièrement en fait quand j'ai une idée avec le directeur artistique d'un lieu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier. Ça m'est arrivé quelques fois. Et là, avec Aurélie Dupont, on était en train de manger dans un restaurant pas très loin d'ici, et puis on a commencé à parler. On aime tous les deux jouer, et voilà, l'idée est née comme ça. On s'est dit, on aime jouer, pourquoi pas faire une pièce sur ça, sur le jeu. Hein. Et je crois que cette idée, ce concept du jeu, de jouer, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire quand est-ce qu'on joue, comment on joue, où est-ce qu'on joue, qu'est-ce qui se passe quand on joue et qu'on est adulte. Hein. C'est vrai que j'ai travaillé là à plusieurs, on va dire sur plusieurs niveaux de compréhension, que je crois le concept a vraiment. Et j'aime explorer en fait des thèmes auxquels le public va pouvoir s'intéresser, se relier, s'identifier. Je crois que j'aime travailler sur des thèmes qui sont communs à notre expérience d'êtres humains. Hein. Voilà. Alors, quand vous êtes arrivé du coup à l'opéra pour travailler avec les danseurs, est-ce que ce jeu avait déjà des règles? Comment est-ce que ça s'est passé? So when you got here to actually work with the dancers, did this game had rules? Did you know what you were setting out to do? It's been it's been very interesting, and I think I've really learned a lot about play and what it is actually. But I think what I wanted to do was to really see the dancers play for real on stage. You know, I mean, in a way, everything that happens on a stage is a form of play. You know, I mean, the dancers are playing every time they, you know, do a swan or anything like that. It's a form of play. So I was curious how to find that. So we had these play sessions during the creation, where I basically told the dancers, okay, let's play, like go for 3 hours nonstop, because I wanted it to be quite long, you know, and see where it was a problem, you know, because as kids we just do it, you know, we don't have any obligations or anything to do, but as adults, you know, yeah, we have things to do and we got to be responsible. So it was interesting with the mind how. Because as adults, I think, you know, if I start playing with this, then I start thinking, what should I do next? You know, or I start to think that there has to have a purpose with everything, you know. And in those moments, it was very hard for them to find the honest play, you know. And in the show, the beginning of the piece is improvisation, you know, with them together. So we found an improvisation task, which I think is quite honest, you know, but I see in them, and this is the challenge with this piece, because sometimes it's amazing
and the dancers are totally present and they're playing for real. But then, like, the general was awful, I think, because then it became like it was fake, you know. And I think we can see that immediately, you know. So to see an adult sort of faking play when the piece is called play was really terrifying for me, because then, yeah, we can sense that, I think. So the work and the practice in this piece is to constantly find honest play, you know. That is the task for the dancers. So I tell them, like, okay, curiosity, be curious, be present, surprise each other, you know, try to connect to pleasure through this play moment. Yeah. It's a long one. It's okay. Alors, en fait, hein, ce que j'ai essayé, c'était de faire que la chose reste intéressante tout du long. Et du coup, j'ai beaucoup appris sur ce que c'est que jouer, sur le jeu pendant cette création. Hein. Parce que le secret, c'est effectivement d'avoir les danseurs qui jouent sur scène. Alors, c'est vrai qu'en général, lorsqu'un danseur est sur scène, hein, même si il est dans une représentation d'un ballet plus classique, il joue bien sûr. Hein. Mais là, pour commencer le travail, en fait, on a fait des sessions de jeu ouvertes, hein, où je disais aux danseurs, bah, allez-y, jouez pendant 3 heures. Ce qui n'a pas été quelque chose de facile, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on a le temps devant soi, on n'a aucune obligation, aucune responsabilité, donc on joue sans avoir aucune limite. Un adulte, ça se sent des responsabilités, et d'une certaine manière, si je commence à jouer par exemple avec cette bouteille, hein, au bout d'assez peu de temps, je vais me dire, mais à quoi ça sert? Donc c'est un peu comme si, d'une certaine manière, quand on était adulte, on avait besoin de trouver une signification, un sens à ce jeu. Hein. Et par rapport à la pièce, donc Play, ce qui était très très important, c'était de faire que l'investissement dans le jeu ou dans le jouet soit absolument authentique, réel, hein, de la part des danseurs. Hein. Donc on a travaillé à partir de sessions d'improvisation pour qu'ils aient ça, en fait. Hein. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. C'est vrai que la générale était affreuse pour moi, c'est-à-dire que ça avait l'air faux. Et je crois qu'on sent immédiatement, en fait, quand on voit un adulte qui fait semblant de jouer. Hein. Et j'étais absolument mortifiée, et j'étais mort de peur également, parce que je me demandais comment ça allait finir par fonctionner. Et donc j'ai dit aux danseurs, voilà, il faut vraiment que vous soyez pleinement dans l'honnêteté, il faut que vous soyez curieux, il faut que vous soyez vraiment présents, il faut que vous arriviez à vous surprendre les uns les autres, hein, pour que les choses finissent par fonctionner. Qu'est-ce qui les a du coup aidés à trouver ce plaisir en studio? Est-ce que vous leur donniez des tâches, des images dans le processus de travail? What helped them find their inner child in a way? Was it through tasks or through images that you were giving them throughout the creation process? We had many different ways of sort of coming back to, or many different tasks. I mean, for me with this piece, what I learned a lot with it was that, you know, Act 1 is sort of there we see play as a sort of activity, you know, where, you know, we throw balls to each other, or there's a certain task there. And then in Act 2, they play important, you know, and sort of adults, you know, and role play more like that. And what I learned is that you know, both are play, and you can choose to see it like that, you know. Yeah, I think every time we did something for the first time, it was natural. It was there, you know. But then when we tried it the second time, it was always that fake moment where I had to just, you know, remind them and keep pushing them. And that's what the job is right now, to keep, you know, giving them food and material so it will be fresh for every audience, you know. Yeah.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu différentes manières de travailler, hein, et notamment des tâches, effectivement. Ce que j'ai appris, j'ai vraiment beaucoup appris en fait avec cette pièce. Hein. Par exemple, dans le premier acte de Play, on voit, c'est un peu un jeu sur des activités, donc ça c'est quelque chose qu'on a travaillé avec des tâches. Le deuxième acte, c'est quelque chose qui a plus à voir avec le fait de incarner quelqu'un, de jouer un rôle. Donc là, il joue un peu aux adultes, en fait. Mais en même temps, j'ai bien compris que ces deux types de jeux étaient du jeu, hein, dans les deux choses. Ce qui s'est généralement passé, c'est que la première fois qu'on faisait quelque chose, c'était là, ça fonctionnait, etc. La difficulté arrivait quand on refaisait la chose. Et donc, où là, ça semblait effectivement plutôt faux. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, mon rôle de chorégraphe par rapport aux danseurs, hein, c'est de constamment leur rappeler qu'il faut qu'ils gardent cette espèce de fraîcheur de la première fois, arriver à les pousser constamment et leur donner des choses, hein, qui vont être un matériau, de la nourriture, pour qu'ils arrivent à garder une vraie fraîcheur devant chaque salle, pour tous les spectateurs qui seront là chaque soir. Du coup, quand on est parti comme ça sur le chemin de l'improvisation et de la liberté, comment est-ce qu'on structure derrière la pièce quand il faut la cadrer pour qu'elle aille sur scène un jour? So if you started with improvisation, with a lot of freedom, how do you end up with such a work? How do you end up structuring it so that it will actually go on stage and have sort of sequences? Yeah, that's a challenge. But I think it was... I mean, almost all of it is very set, you know. But then the work is also how to find the play for the dancers within that structure, you know, to see it like play rather than choreography, you know. Because in a way, like all form of choreography is kind of, you know, when we used to do these clap games as kids, you know, we used to kind of learn a set phrase of movements and then we do it together. So I kind of told them to see the choreography like that, you know. To see it new, because it's amazing. Like, you know, they get paid to stand in a group and dance together. Like, it's pretty amazing. But it happens that it becomes a job, you know, and that we forget what a great moment it is, you know. So I tried to make them remember how lucky we are in a way to be able to get paid for dancing, you know. Yeah. Oui, c'est un vrai défi, hein, bien sûr, d'arriver à avoir ces séquences sur la scène. Bien sûr, les séquences, elles existent. Hein, il faut trouver le jeu dans la structure de la chorégraphie, mais en même temps. Tout ce qui peut être, toutes les chorégraphies, elles fonctionnent toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'au départ, on joue, on apprend comme ce jeu avec les mains, hein, quand on est enfant, on apprend une phrase particulière, hein, et puis après, on l'a fait ensemble, et c'est là que le jeu arrive. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est que les danseurs sont en fait ensemble, en groupe, pour danser. Ils sont payés pour ça, et puis que voilà, à un moment donné, c'est aussi un travail, et il faut, je crois, constamment leur rappeler à quel point c'est une incroyable chance de pouvoir être payé pour pouvoir partager ces moments qui sont des moments de jeu ensemble, en fait, hein. Alors, vous avez aussi créé les décors, comme très souvent dans votre travail, qui contrastent en un sens des formes géométriques. On a des cubes d'un côté, on a les balles de l'autre. Est-ce que ce contraste était voulu entre les deux? You also created the sets, as you usually do for your work. It has these sort of geometrical structures from the cubes on one side and the balls on the other side. Did you want to contrast them somehow, or how did it come about? I didn't think about it so much. I just thought, wow, how cool to put 60,000 balls dropping from the sky. Like, let's do that, you know. And it's just an incredible image, you know, this moment when it's kind of like a force of nature coming down on stage.
Yeah, but no, it's funny, you know, sometimes I have these ideas and I think like, oh, that would be cool. And then we get on stage and then I realize how big it is, or how, you know, when you, because in my head what I see is like, oh, you know, there are 30 dancers, so we need 30 cubes. How big should they be? Oh, like 1 meter 20, because then they can dance on top of it. And then you come and you see it for the first, and this is my favorite moment in the whole process almost, is when you see the ideas become reality, you know. Like the first time when we dropped the balls on stage, it was just such a crazy moment, you know, like all the technicians, it was beautiful actually, because the technicians just kind of, they left their roles in a way, these serious technicians, and they just started jumping in the balls. Like I started running around on stage and it just happened, you know, this kind of, this overpowering moment of this thing, you know, which was, and for me that was like, okay, this is cool, like this, you know, this brings me out of myself and it makes me present, you know. So then I really loved it. However, these damn balls were like supposed to, we all of us thought that when they fell that they would just roll down, you know, automatically into the orchestra pit. So we didn't choreograph like all the stuff that's happening in the balls on stage. That we had to do like in a day, like 3 days before the premiere, because we realized we had to like push them down. So we had this horrible day on stage where the dancers were like freaking out with me because they were so upset that they had to, like, you know, we had to find ways of getting working with these balls, and it was in such a rush, you know. But then we found it, and it worked out. But yeah, it's cool. Alors c'est vrai que j'avais pas réfléchi de manière comme ça très très structurée, hein. J'avais voilà, j'avais ces 60 000 petites balles, hein, qui tombent des cintres sur la scène. C'était une image, c'est une image incroyable. C'est comme si tout d'un coup les forces de la nature étaient rentrées dans le théâtre, hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des idées, je me dis tiens, ça va être bien, ça va fonctionner, et puis quand ça arrive sur le plateau, c'est là que ça prend en fait, hein, toute sa dimension, comme les cubes. Je me dis bah tiens, il y a 30 danseurs, alors on va faire 30 cubes, le cube il va faire à peu près 1 mètre carré pour que les danseurs puissent bouger dessus. Et puis tout d'un coup, quand tous ces cubes sont sur scène, c'est là que la chose prend toute sa dimension. Et je crois que c'est mon moment préféré, c'est-à-dire ce moment où les idées que j'ai eues, hein, deviennent réalité. C'est vrai que la première fois, pour en revenir au bal, où on les a lancés, on les a lâchés sur la scène, c'était absolument incroyable, hein. Et même les techniciens, ces gens plutôt sérieux, sont sortis de leur rôle habituel, hein, et se sont mis un peu à sauter sur scène. Moi, je me suis mis à courir dans tous les sens. Et il y a eu cette espèce ce moment très très exceptionnel qui a pris une dimension toute particulière, hein, et où j'avais vraiment le sentiment que voilà, j'étais sortie de moi et que j'avais tout d'un coup une présence qui était juste incroyable. Mais cependant, ces satanées balles, hein, on s'était dit qu'elles allaient comme ça, toutes seules, descendre vers la fosse d'orchestre, hein. On n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'on allait faire avec quand elles étaient sur scène. Et 3 jours avant, on s'est bien aperçu que finalement, il allait falloir qu'on les aide un peu, qu'il allait falloir qu'on les pousse 3 jours avant la première. Et du coup, les danseurs étaient un peu nerveux, un peu en colère peut-être contre moi, parce qu'il fallait vraiment trouver le moyen de faire descendre toutes ces balles. Puis voilà, on a réussi, on a trouvé, ça fonctionne et c'est magnifique. Il y a beaucoup d'interactions avec le public, du coup, dans cette pièce, des échanges de balles depuis la fosse d'orchestre aux ballons qui sont lancés encore une fois, sur les spectateurs de l'orchestre. Comment est-ce qu'on prépare les danseurs pour ça? Et est-ce que vous avez eu des réactions différentes aussi selon les spectacles jusqu'ici? There's a lot of interaction with the public between the ball throwing and the balloons that are
thrown onto the orchestra. How do you prepare the dancers for that? And have you had different reactions depending on the night so far in the run? From the audience, I mean, and from different atmosphere. Every night is new, you know, like that's the scary thing with this job, but also the exciting thing about it. But I think these pieces that I've been doing now, like I've done 5 full evening pieces, and they're really like big shows, you know, in a way. Like it's not only dance, and I think I always try to do what I want to see on stage, you know. So, but I think what I tell the dancers is that they're part of a bigger picture, you know. Like they don't really understand sometimes what they are creating, you know. But I also try to make them, because I find it so beautiful to see, you know, 30, 35 people collaborating and creating together, you know. But it's hard sometimes, you know, they all want solos and they all, you know, want their moment, which I totally understand. But I think now when they feel the audience and the reactions and when they hold each other in the bows, you know, I feel like there's this beautiful connection between them now. So I think now they start to really understand what they are doing together, you know. Like during the rehearsal process, it's very difficult sometimes, but to see them now is very nice, and to see the audience applauding them, and you know, now I think they understand what they're part of, you know. Alors, je crois que chaque soir est différent, hein. C'est à la fois ce qui fait peur et ce qui est très très exaltant, hein. Je pense que de toute façon dans les 5 chorégraphies, on va dire importantes que j'ai pu faire, il ne s'agit pas seulement de danse. Je crois qu'on est sur un spectacle qui est plus global que ça, hein. Ce que je crée, c'est ce que j'ai envie moi de voir sur la scène. J'essaie d'expliquer aux danseurs qu'ils sont dans quelque chose qui est un petit peu plus vaste. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils font, hein, mais je suis vraiment convaincue que c'est très très beau de voir 30 ou 35 personnes faire quelque chose vraiment collectivement. Alors c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que les danseurs ont envie de leur moment, ils ont envie tous d'un solo, je comprends, hein, parfaitement, mais c'est vrai que voilà, quand je les vois faire quelque chose tous ensemble, quand je vois la réaction du public, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et là, je crois qu'au stade où on en est sur les représentations de play, il y a vraiment un lien qui s'est établi entre eux, et je crois que là, vraiment, ils ont compris en fait ce qu'ils sont en train de faire sur scène. Et c'est très, très beau de les voir bouger sur scène, et c'est absolument magnifique de voir aussi le public les applaudir. Et je crois que vraiment, ça fonctionne, il y a quelque chose qui se passe. La musique est une part essentielle de ce que vous avez créé avec Play, dans le sens où les musiciens sont sur scène, il y a une chanteuse qui est sur scène également. Le compositeur Michael Carlson fait partie de votre équipe depuis un certain temps maintenant. Est-ce que la démarche de travail avec lui est aussi un échange en forme de jeu? The music is a huge part of Play as well, of this production. You have musicians on stage, you have the singer, Kelly Day, if I'm not mistaken. The composer has been part of your team for a long time now. Is it also a form of play when you work together? Always, I would say. We meet in his studio in New York, in Harlem, and then we basically sit and try different sounds together. We try to find a new sound for every piece in a way, you know. But and then we keep doing that up until the premiere, and yeah, I tell him like what feeling I want to create or what fits, you know, and then how long and all of that. And so it's a very valuable collaboration we have. But it's also really it's like double scary because you don't have the choreography and you don't have the music. So there's this kind of, you know, if you have set music that you work with, you know exactly how it's going to sound. But then when we're creating together, you know, that it becomes,
the mystery of the creation becomes even bigger, you know. But then when you have both new music and you have both new choreo, when everything is new, there's another level in that, you know, I find. But there are no rules. I mean, whatever works. But I feel very proud of that it has both. Everything is new, you know, in a way. Alors c'est vrai que voilà, on fait toujours les choses de la même manière. Hein. On se rencontre dans son studio à New York, dans le quartier de Harlem, et puis on essaye différents sons ensemble. D'une certaine manière, je crois qu'on essaye de trouver un nouveau thème musical, une nouvelle chanson pour chacune des pièces. Hein, et j'essaye de l'éclairer par rapport à la couleur que je veux que ça ait, les sentiments que j'ai envie, les émotions que j'ai envie que ça véhicule, la durée un peu de la pièce elle-même. Hein. C'est une collaboration de grande valeur en même temps. Évidemment, c'est doublement effrayant puisque quand on commence à travailler, on n'a ni la chorégraphie ni la musique. C'est vrai que quelquefois, ça sécurise un peu quand on veut faire une chorégraphie de savoir à quoi va ressembler la musique. Hein. Mais là, on est devant un mystère, devant le mystère de la création complètement. Et c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que lorsque l'on crée une nouvelle pièce et qu'on a une chorégraphie nouvelle et une musique nouvelle, les choses se situent vraiment à un autre niveau et c'est quelque chose, je crois, dont je suis extrêmement fière. Vous parliez aussi vous parliez de l'importance du groupe tout à l'heure dans le travail que vous avez fait sur le plan chorégraphique. Il y a aussi des personnages un peu surréalistes qui interviennent par moments, un cosmonaute, un homme dans une grande jupe, comme peut-être une référence à Kylian, je ne sais pas. Les deux amis, le couple plus âgé qui intervient aussi. Est-ce que ces personnages-là sont sortis de l'imagination des danseurs ou est-ce que c'est vous qui les avez amenés dans un but précis? I mean, you talked about the group earlier, but there are also sort of lots of individual characters throughout the piece, from the cosmonaut to sort of like the older couple to the buddies. How did those come about? Did they come from the imagination of the dancers, or did you bring them into the process? No, those specific characters we had to come up with quite early in the process because the costumes had to be made and all of that. So there's a lot of ideas. You know, that I come in first and then we try them. But then that's the job to kind of be open for whatever shows up, you know. And this is the difficulty when you come to a new company like this all the time is that I don't know the dancers, you know. And in a way I feel like we should start to create the piece now because now I know what everyone's good at and I kind of, you know, it's very difficult to do casting and to be fair to everyone, you know. But yeah, I think it's a mix together of you know, it's also Kill Your Darling, you know, when I have had an idea for like a year and then you see it in reality and it just doesn't work, you know, you just have to be really present. The piece is the boss in a way, you know. And so I think my job is to constantly just stay open-minded and listen to what the piece needs, you know. Like I had in the first act this encore song in the piece, you know, in the end of the song, it used to be part of the first act. But then we tried it on stage like a week before the premiere and it just didn't work. Like it was very strange and didn't understand and I was forced to just take these, you know, radical decisions where the dancers got really stressed and I was freaking out and you know I was wondering this is going to be terrible. I felt like, you know, but I kind of knew what the piece was calling for and then it was just to listen to that and to be totally honest about it to the dancers and everyone and because at the end of the day we all want to have a great piece, you know, and as long as, and I'm happy I did that now, but at the moment it was horrible, you know, to stand up in front of these dancers who've been working on it for a long time and then to just say, sorry, it doesn't work. You have to be strong and to be brave, to not let the psychology, you know, get in the way of the piece, you know.
Oui, je crois que, alors pour ces personnages hein, dont vous venez de parler, le cosmonaute, les copains, le vieux couple, sont des personnages qui sont des personnages très particuliers et sont des personnages qui sont arrivés très tôt dans la pièce en fait, que j'ai amené très tôt puisque il fallait travailler sur les costumes très en amont. Hein. Donc il y a des idées comme ça qui arrivent assez tôt, que j'amène assez tôt. Après, je les essaye et mon travail, je crois, c'est de rester ouvert à tout ce qui peut arriver. C'est toujours difficile quand on travaille avec une nouvelle compagnie parce qu'on ne connaît pas les danseurs hein, et j'ai un peu le sentiment que c'est maintenant que je connais les danseurs qu'il faudrait qu'on commence à travailler vraiment à la création d'une pièce ensemble avec les danseurs du Ballet de l'Opéra national de Paris parce que c'est vrai que c'est difficile en fait hein, de faire une distribution qui fonctionne, une distribution qui soit faite dans la justesse par rapport à ce que sont tous les danseurs. Et c'est vrai que quelquefois, voilà, on a des idées et que ce sont des idées qu'on a eues par exemple pendant une année et puis on les essaye et ça fonctionne pas du tout. Hein. Je crois que c'est vraiment la pièce qui est le patron. Hein, et il faut avoir l'humilité de vraiment l'écouter pour arriver à prendre ce qu'elle demande et à jeter ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, cette chanson des Encore, hein, elle aurait dû être dans le premier acte, en fait, et c'était très étrange. J'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais ça fonctionnait pas. Et du coup, on a décidé de le mettre ailleurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui a stressé les danseurs. Moi, j'avais très peur aussi, hein. Mais je savais ce que la pièce demandait. Donc mon travail, c'est d'écouter et puis après d'être vraiment honnête avec les danseurs et de dire, bah écoutez, ça marche pas. Être honnête avec les danseurs et avec tous les gens qui collaborent à l'élaboration d'une pièce, hein, parce que ce qu'on veut tous, hein, c'est de créer une pièce qui fonctionne. Et voilà, il y a des moments où il faut dire, bah, écoutez, désolé, mais ça, c'est pas possible. Donc, il faut que vous laissiez votre psychologie à l'extérieur de tout ça. Et il faut juste écouter ce que la pièce demande et s'y conformer d'une certaine manière et trouver les solutions qu'elle exige. Alors maintenant, vous connaissez bien, du coup, les danseurs de l'opéra. Est-ce qu'ils ont des qualités spécifiques qui les distinguent d'une manière ou d'une autre dans le travail de toutes les compagnies, des compagnies avec lesquelles vous travaillez par ailleurs? Now, you know the dancers very well here. Is there anything unique about them that you found out in the creation process compared to the many companies you work with? Yeah, I mean, they have a very high technical quality and a beauty, I would say, you know, in the dancers, which is like the girls when they're on the points, like that their technique is just, it's a good level of the technique, and yeah, they're very good. Yeah. Oui, je crois que c'est des danseurs hein, qui ont de très bonnes qualités techniques. C'est aussi des beaux danseurs. Il y a une beauté dans leur gestuelle. Et par exemple, quand les filles sont sur pointe, hein, on voit que la technique est de très grande qualité. Est-ce que c'est de là que vient du coup la scène des serres? Is that what the scene comes from? Yeah. Point technique, or yeah. what was the inspiration behind that? Behind that scene, was it? Oh, I think I've used this character in another piece once, and I always wanted to see a lot of girls doing it together, like a herd of nerfs, but we call them fnerfs. Yeah. Okay. Yeah, and yeah. No. Alors donc la question portait sur ces fnerfs hein, qui sont des espèces de cerfs, on va dire un peu like deers, funny deers. Donc c'est un personnage en fait hein, que j'avais utilisé dans une autre pièce et j'avais toujours voulu voir un espèce de troupeau de ces animaux, une espèce de horde comme ça. Donc voilà, on l'a faite là.
Vous me disiez tout à l'heure que c'était presque la fin d'un cycle pour vous, puisque vous avez travaillé en freelance depuis maintenant plus de 10 ans, mais vous avez aussi pour projet de créer une compagnie très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet sur ce qui vous a amené vers cette idée? You were saying earlier that it was sort of the end of a cycle to an extent as a freelance choreographer, and that you were now looking forward to possibly creating a company. Where did the idea come from? Well, I feel like, now I've been choreographing like this for 12 years, and I really want to. I want to develop. I want to find a new voice in a way, or a new way of working, because it's interesting. Like when I get asked to create a piece here or in another big company, how creative can I be? Like. I think everyone kind of wants that kind of Ekman piece, which I've created. But for me, I've done that now so many times that I start to see my own recipe in it, and I kind of want to go to smaller spaces, like in the garage or like industrial spaces, and create and see what happens then, because it's very. Yeah, I mean, I create this here in this type of theater, but now I think I want to go to smaller spaces and really make some risky work, like where it's also allowed to flop, where I can really make something horrible, but maybe it's interesting, or because for me, it's a bit like when you've made one piece which is very successful, or, in a way you're kind of doomed in a way, because I always want to feel that same thing again, or I always want to reach that perfect sort of arc in the piece, and now when I create, I find myself being like, oh, but it's not like that. Like I want to feel that again, and it's kind of annoying, So I want to feel that new thing again now. So I feel like it's time to get back into new spaces, I would love to create a piece here, or, the new places where I don't know really what's going to happen, Also where the audience is not sitting down always like that, because it creates such incredible expectations once the curtain goes up, it starts, and I kind of want to, I want to go a little bit more experimental now. So this is really the end of my freelance work, So I'm really excited now. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant 12 ans que je travaille comme chorégraphe freelance, donc j'ai envie de trouver une nouvelle manière de me développer, j'ai envie de trouver une nouvelle voie, j'ai envie de trouver une nouvelle manière de travailler. Il y a toujours une interrogation comme ça sur ma capacité d'être créative. C'est vrai que quand on me fait une invitation ici ou là, j'ai l'impression que les gens attendent bien sûr une de ces pièces un petit peu formatée, signée Ekman, et d'une certaine manière, dans mes œuvres, voilà, je commence à voir des espèces de recettes, des espèces de ficelles. Et du coup, j'ai envie de créer dans des lieux différents. J'ai envie de créer dans des friches industrielles, des espaces industriels, dans des garages. J'ai envie de voir ce qui pourrait se passer dans des lieux comme ça, moins formatés, moins marqués, des endroits où on peut se livrer à un travail plus risqué, des endroits où on peut échouer, où on peut faire des choses qui sont ratées, mais qui vont néanmoins avoir un certain intérêt, parce que je crois qu'il y a un problème d'une certaine manière à faire des pièces qui sont très réussies. C'est comme si vous étiez voué à ça. C'est une espèce de malédiction en fait, parce que la pièce très réussie, elle vous met dans un état d'esprit, dans un ressenti qui est très très particulier. Vous avez envie de reproduire ce ressenti. Vous avez envie aussi de reproduire d'une certaine manière
manière cette structure qui était parfaite, qui a vraiment fonctionné. Donc à un moment donné, c'est quelque chose qui est très embêtant de se retrouver dans cette situation-là. Donc j'ai envie de ressentir des choses nouvelles encore. J'ai envie de tester ces nouveaux espaces, de faire des choses, de me confronter à des lieux où je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, être face à des publics qui ne seraient plus assis, parce que la situation du public assis crée une espèce d'attente et de rapport entre le créateur et son public. J'ai envie de choses plus expérimentales. Je crois que c'est effectivement la fin de ce cycle de travail en freelance pour aller vers des choses plus libres, dont je ne sais pas encore ce qu'elles sont. On va vous garder assis un tout petit peu plus longtemps et ouvrir la discussion à vos questions, si vous en avez pour Alexander Ekman, qui peuvent être traduites, bien entendu, pour lui. S'il y avait des questions ? Oui ? Attendez, je crois qu'un micro arrive. C'est ça ? Par ici. Bien, une question double, une sérieuse, une très très légère. Le sérieuse, depuis l'été, Nicolas Leriche est directeur de la danse à Stockholm. Est-ce qu'il y a un projet pour que le chorégraphe suédois puisse retourner sur sa scène d'origine? La question facétieuse, vous êtes suédois. N'importe quelle personne partout dans le monde qui va dans un magasin Ikea a vu les petites balles. Est-ce que quelqu'un a osé dire que les balles jaunes d'habitude, vertes chez vous, c'est dans l'ADN d'un chorégraphe suédois? Great, yeah. Yeah. What was the question? If someone has told me. Has anybody dared say that it's because you are Swedish and it's in your DNA that you had to use balls that had to come out again? I don't know. I mean, is it really a Swedish thing, the balls? Well, In people think of IKEA, IKEA. yeah, it's a Swedish concept, yeah. Yeah, maybe that's where the idea came from. I don't know. Maybe I was playing like a kid, and then now we're doing it here. Yeah. Ouais, l'IKEA, concept suédois, peut-être que ça vient de là, peut-être que j'y ai joué quand j'étais enfant. And the other thing was about Nicolas Leriche in Stockholm just now. Yeah. Are you thinking about maybe going? About Working with him. And work with the Swedish well, ballet and Swede? Yeah, I mean, I love the Opera House in Stockholm. It's where I grew up, and I have made probably the piece that I'm the most happy with in that theater. So I will always be sort of, home in that theater, I feel. But at the moment, I'm not taking on any more new commissions for houses like that, actually. Oui, non, j'adore ce ballet de Stockholm. C'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai fait, je crois, la pièce pour un grand théâtre dont je me sens le plus fière. Donc, d'une certaine manière, c'est une maison qui est la mienne. Mais aujourd'hui, je ne prends plus de commandes. D'autres questions? I was the night of the premiere, and I was really, really surprised when the balls came with the public. And I saw you in the audience, and you were laughing. And the public was like, what's happening? And I was like, whoa, he's doing this in Garnier. What do you feel when you feel the reaction? Because we were everybody like, we make like 3 minutes before understanding that we need to pull out the balls. You mean in the end, or? In the ends and in the middle, all the time we're like, what's doing it? Yeah, what's well, going it's you're kind of forced to play in a way, because if the balloon comes at you, you have to do that. So, but we were like, and you were laughing, and you were in the middle laughing, and I was like, whoa.
Yeah. What is he thinking at that time? What's the he's going? It's very scary. Yeah, I was very nervous, of course, but I could feel, you know, that like an audience can be very scary. The behavior of an audience together can be very scary, and it's if you feel the support of an audience, which I felt on the premiere. You know, I was very on the general. It was a very different performance, and then I got very scared because the audience did not respond, you know, and on the premiere I could feel already from the beginning that they were there, you know, and they were present, and then there was this love in the air, you know, in a way, and then I wasn't scared anymore, in a way, you know. But every audience is new, and it's so interesting to see the same piece experience different reactions, you know, because some nights it's been crazy and some nights it's a little bit more reserved, you know, and it really depends on everything, like who is there, the audience, the dancers, what they choose to do, you know, if they are present and if their play is honest, you know. So it's but yes, it's really nerve-wracking. Absolutely. Alors, Madame partageait avec Alexander Ekman son expérience de la première où elle disait, voilà, j'étais dans la salle ce jour-là et lorsque les balles sont arrivées, les balles et les ballons, en fait, enfin, chaque fois qu'il y a eu ça, je vous ai vu, vous étiez au milieu du public, hein, et vous riez, et en même temps, le public était un peu désarçonné, il ne savait pas, ça lui a pris un certain temps avant de comprendre et de voir ce qu'il pouvait faire, hein, et Alexander Ekman donc disait, voilà, c'est effectivement... J'avais très peur, bien sûr, hein, j'étais très nerveux, évidemment. C'est vrai que le public, l'ensemble de gens qui forment le public, hein, et le comportement qu'a ce groupe peut être quelque chose qui fait peur. En même temps, on peut aussi sentir de la part du groupe que forme le public un certain soutien. Mais c'est vrai que quand on présente une pièce, c'est différent tous les soirs, hein. Le soir de la Générale, c'était extrêmement particulier. Les gens n'ont pas particulièrement répondu à la pièce, alors que le soir de la première, tout de suite, hein, j'ai pu sentir que les gens étaient vraiment là, qu'ils étaient très très présents, hein. Il y avait cette espèce d'amour qui flottait dans l'air, ce qui fait que je n'avais plus peur ce soir-là. Mais en même temps, tous les soirs, le public est différent, le public est nouveau, hein, et c'est incroyable de voir, justement, c'est formidable de voir à quel point la même pièce peut être différente en fonction du public chaque soir. Est-ce que le public est réservé, ou alors est-ce qu'il réagit tout de suite et qui profite des choses qui lui sont proposées. Et c'est vrai que, évidemment, en fonction des réactions du public, si le jeu des danseurs est parfaitement honnête, ça va entraîner des choses différentes. But it's very, it's so fragile, a live art piece like this, you know. And I sort of, during my 12 years, I've had I think around 5 or 6 moments where I've totally experienced that total magic of the theater. And for me, the magic of the theater, when that appears, is when everyone is dead silent. You know, and it's when I've sort of made this triangle of a formula of when the magic appears, and it's 3 things that needs to be present for that to appear. First, it's the work, everything which is happening on stage, with the piece, the costumes, the story, the dancers, everything which is happening on stage. If we don't have a good piece there's no way that the magic will appear. And then it's the space where the work is performed, you know, if the piece fits in the space, how comfortable the audience is, how far the audience is from the work, you know. And then the third part is the audience itself. You know, does the piece work, does it match culturally with the audience? Is the audience well behaved? Are they disturbing? You know, because sometimes when there's a lot of coughers in the audience,
it's extremely annoying because sometimes I don't think that many audiences really understands what happens then, but what happens is that the focus shifts from the stage towards the sound in the room, you know. So when I'm sitting there and there's a big cougher, I'm like, oh no, like it's going to destroy the piece, you know. So for me, it's very, yeah, the magic of the theater, c'est ça. Merci. Oui, c'est vrai que c'est tellement fragile, hein, l'art vivant, le spectacle vivant. Je crois que sur les 12 années de mon travail en freelance, j'ai expérimenté 5 ou 6 fois la magie de la représentation. Et je crois que cette magie, elle est là lorsque une qualité de silence particulier est tout d'un coup gagne le théâtre. Hein. Je dirais qu'il y a une formule en fait magique, hein, en 3 points. D'abord, c'est la pièce. Hein, voilà, c'est le travail qui a été fait là avec donc l'intérêt de la pièce, ses costumes, les danseurs. Est-ce que la pièce est bonne? Parce que si la pièce n'est pas bonne, la magie ne peut pas opérer. Ensuite, c'est l'espace, hein, où la pièce est jouée. Est-ce que c'est une pièce qui correspond vraiment à l'espace où elle est représentée, aussi le rapport scène-salle, hein, est-ce que c'est quelque chose qui est confortable, cette distance entre les gens qui sont sur le plateau et les spectateurs, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Et enfin, le public lui-même, hein, est-ce qu'il y a une correspondance culturelle entre la pièce qui est proposée et les spectateurs? Est-ce que les spectateurs aussi sont bien élevés, hein, ou est-ce qu'il y a des éléments un peu perturbateurs, comme par exemple les gens qui toussent, hein, parce que c'est vrai, quand il y a beaucoup de gens qui toussent dans le public, à mon avis, il y a un déplacement de l'attention de la scène vers les bruits de tout, hein, et c'est quelque chose qui me... Dès que j'entends quelqu'un tousser, mon Dieu, je panique en me disant ça y est, l'attention ne va plus y être et ça va rompre la possible magie. No one dares to cough now. Il n'y a plus personne qui va oser tousser maintenant. Voilà. Et du coup, voilà, ouais. C'est fragile. Est-ce qu'éventuellement on prend une dernière question, s'il en restait? Oui. I was just wondering when did the Alan Watts quote came along during the choreographic process, and if there is any special meaning behind it, or just to remind us how it is important to play and to live to the fullest. I don't know. Yeah, I think that it came kind of late actually in the process, that text. But I think it just fit very well with the concept, and for me that text is so beautiful, what he's saying, and it's very true also, and especially this thing with how, you know, what he says, that we are put into life with this sort of analogy of a journey, you know, that we should arrive somewhere, and I think that's the opposite of being present in a way, you know, so it's the opposite of, because for me when we play, we are totally present, you know. So I think it just described exactly what we were going for, you know. What's the name? Alan Watts. Alan Watts. Yeah. Alors donc là, Madame posait une question sur le texte d'Alan Watts que l'on retrouve dans la pièce et à quel moment il était arrivé dans la pièce. Donc réponse d'Alexander Ekman. Donc c'est arrivé tard en fait, hein, ce texte, mais c'est un texte, je crois, qui correspond parfaitement à la pièce, et c'est aussi un texte qui est très très beau. Ce qu'il dit, c'est que lorsque nous arrivons dans la vie, où la vie nous est présentée comme un espèce de voyage qui aurait un but, hein, et je pense que c'est précisément quelque chose qui est à l'opposé de l'état de présence, état de présence qui est celui que l'on a, bien sûr, hein, quand on joue. Donc je crois que c'est un texte qui décrit extrêmement bien ce qui était
le but de la pièce ou le sens de la pièce. Voilà, je pense qu'il va falloir qu'on s'interrompe ici. Merci beaucoup à tous pour votre présence et merci surtout à Alexander Ekman de s'être prêté au jeu de cette rencontre. Un buffet vous attend comme toujours à l'extérieur. Très bonne soirée à tous. Merci. Thank you.